Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui suivent à nouveau la séquence de publication de résultats. Sanofi et Vinci sont les deux entreprises du CAC 40 qui ont publié leurs résultats, des résultats arbitrés aujourd'hui par les investisseurs. Vous aurez le détail des infos clés de la séance en cours en Europe dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis côté américain, notez que d'un côté Facebook a délivré une destruction de valeur boursière historique en une seule séance hier avec un plongeon de 20-25% de l'action Facebook, une destruction de valeur qui correspond à plus de 200 milliards de dollars de capitalisation boursière évaporée. Et dans le même temps, on va constater tout à l'heure sans doute un record du côté d'Amazon. Après la publication de ces résultats, le titre est attendu en hausse de 10-15% peut-être sur le marché américain. On parle bien sûr de méga capitalisation boursière et pas de penny stock. Et Amazon, avec cette hausse, va peut-être contrebalancer la destruction de valeur qui a été générée hier par Facebook. Voilà où on en est donc sur les marchés actions qui sont en train de suivre cette séquence de résultats. Les investisseurs globaux, eux, regardent avec attention évidemment la politique monétaire, et c'est bien un virage global en matière de politique monétaire qui s'annonce pour cette année 2022 depuis que la Banque Centrale Européenne a choisi elle aussi, dans son discours en tout cas, de pivoter après le pivot de la Réserve fédérale américaine et de la Banque d'Angleterre. C'est donc la BCE qui ouvre le chemin désormais de la normalisation de sa politique monétaire. Nous y reviendrons largement dans cette édition de la mi-journée. Et puis chaque vendredi, nous vous apportons un éclairage sur la gestion de votre patrimoine et nous parlerons aujourd'hui d'une stratégie immobilière qui consiste à racheter son bien immobilier pour le mettre en société, ce qu'on appelle l'owner buy-out, l'obo immobilier. Comment réussir son obo immobilier? Nous en parlerons avec Sandrine Kilissi, directeur de l'ingénierie patrimoniale de Pictet et compagnie à Paris. Des marchés qui restent dans une séquence nerveuse, bien sûr, entre les résultats d'entreprise et les communications des banques centrales. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen. Après une hausse succincte à l'ouverture, l'indice parisien décélère. L'inflation redoutée et le ton moins aimable qu'adoptent la plupart des banques centrales empêchent toute forme d'entrain. Aujourd'hui, la publication aux États-Unis du rapport sur l'emploi de janvier devrait donner le là. Une attention toute particulière portera sur l'évolution des salaires. Les États-Unis où le roller coaster continue à Wall Street. Après la plus forte baisse du Nasdaq en près de 2 ans, les contrats futurs sur Nasdaq progressent, enchantés par les résultats d'Amazon qui publiaient après clôture hier et dont les résultats, bien que contrastés, rassurent. Son bénéfice net au 4e trimestre 2021 s'établit à 14,3 milliards de dollars, soit plus du double des profits engrangés à la même époque l'année dernière. Ses ventes ont-elles progressé de 9,4% à 137,4 milliards. C'est plus qu'anticipé. Une performance, entre autres, due aux ventes de cloud, un panel de services à distance pour les entreprises qui s'est envolé de 40% en un an pour atteindre 17,8 milliards de dollars en 3 mois. Sur la même période, les ventes de publicité se sont envolées de 32%. Elles atteignent désormais 9,7 milliards de dollars en 3 mois. C'est la première fois qu'Amazon dévoile ce que lui rapporte la publicité et en un an, cette activité lui a donc rapporté 31 milliards de dollars. Sur cette même période, on relève en revanche un léger recul des ventes en ligne comparé à l'année précédente. La croissance des ventes réalisées par des marchands sur la plateforme a elle aussi ralenti à plus 11% seulement. À Paris, le groupe pharmaceutique Sanofi fait part de résultats en nette hausse en 2021. Le bénéfice net est en recul de près de 50% à 6,22 milliards d'euros. Le bénéfice net des activités a quant à lui grimpé de 11,8% à 8,21 milliards d'euros. Son titre recule. Total Energy progresse sous l'effet de la hausse des cours du Brent à plus de 92 $ sur fond de tensions géopolitiques, mais aussi de températures glaciales aux États-Unis.
Léger repli pour Vinci aussi. Cette année, le groupe s'attend à dégager un résultat net supérieur à celui de 2019. L'an dernier, ses activités ont connu un rebond conduisant à un doublement du bénéfice et à une génération de trésorerie record. L'entreprise a par ailleurs nettement relevé son dividende. Et puis, à noter que le secteur automobile souffre. L'indice Stoxx 600 associé connaît la plus forte baisse sectorielle. Renault, Stellantis et Valeo voient rouge. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Parlons de politique monétaire pour entamer cette émission avec Alain Duré qui est à mes côtés en plateau, chef économiste de Goldman Sachs France. Bonjour Alain. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Après la Fed qui a dégagé la voie à une première hausse de taux quasi automatique pour le mois de mars, après la Banque d'Angleterre hier qui a déjà délivré sa deuxième hausse de taux consécutive pour la première fois depuis 17 ans, Alain, c'est au tour de la Banque Centrale Européenne de pivoter. Autant le communiqué qui a suivi la réunion du Conseil des gouverneurs hier était un copier-coller du précédent, du mois de décembre, autant le ton du discours de Christine Lagarde s'est considérablement durci depuis le mois précédent, soulignant une inquiétude unanime sur la persistance et le niveau élevé de l'inflation en zone euro et n'excluant plus de fait la possibilité, voire la probabilité d'une première hausse de taux en zone euro cette année 2022. La donne a changé, Alain, visiblement, et vous en prenez acte d'ailleurs chez les équipes de Goldman Sachs avec un pronostic qui a été considérablement avancé en matière de trajectoire de politique monétaire en zone euro. Oui, tout à fait. On a avancé. Donc maintenant, on prévoit la fin de tous les programmes d'achat par la BCE fin juin et deux hausses de taux en 2022, septembre et décembre. Si vous me permettez, je voudrais faire juste une aparté. C'est ce que je trouve, il y a une sorte de forme de paranoïa parmi les observateurs économiques et voire les banquiers centraux. C'est que quelque part, c'est pour donner une image à vos auditeurs, c'est comme si vous voulez préparer un gâteau, vous faites la pâte, vous la mettez dans le four et puis vous criez à un moment donné, oh mon Dieu, la pâte elle monte, le gâteau est cuit. Je ne dis pas qu'il faut laisser filer l'inflation, mais il faut comprendre les raisons sous-jacentes. En zone euro, on reste essentiellement avec un excès d'inflation lié à des composantes temporaires et cycliques. Donc, voilà, le discours d'hier est effectivement difficile à comprendre dans ce contexte-là, puisque entre décembre et janvier, finalement, on a eu que la surprise de 40 points de base de l'inflation, qui était un peu plus haute qu'attendue en zone euro et dans la plupart des économies d'ailleurs. Vous dites qu'il y a déjà une difficulté de lecture, encore une fois, entre le communiqué qui est publié à l'issue du Conseil des gouverneurs et le ton de la communication de Christine Lagarde à travers sa déclaration liminaire, à travers la conférence de presse également, Alain. En tout cas, dans la réponse de certaines questions, oui, je partage assez bien votre point de vue. Oui. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ce call que vous faites ? C'est un call de réalité pour vous, Alain ? Il faut se mettre au diapason de la tonalité qui a été employée hier par Christine Lagarde, plus qu'un call d'adhésion ? Ou est-ce que vous considérez que ramener le taux de dépôt en zone euro à 0 en 2 fois à partir de la deuxième partie de l'année, est-ce que c'est conforme à la fonction de réaction de la BCE telle qu'elle est définie aujourd'hui, et j'allais dire même à l'intérêt économique de la zone euro? Alors, tout dépend un peu de la tolérance de la BCE par rapport à ce qu'on appelle en anglais de l'overshooting, c'est-à-dire une inflation qui reste temporairement au-dessus de l'objectif de 2% d'inflation. Pour répondre à votre question, c'est si on lit ce qui a été dit hier, et notamment dans la session questions-réponses, on comprend qu'il y a une sorte de forme de stress parmi les gouverneurs du Conseil et qu'ils anticipent que le fait d'avoir une inflation au-delà de la cible, probablement un peu plus longtemps que prévu, est problématique. Donc, on a pris acte et on a ajusté notre prévision et notre call de la BCE en fonction de ça. Je voudrais ramener quand même un point important, c'est que effectivement, on a eu une inflation qu'on appelle sous-jacente à 2,3% en janvier et une inflation totale de 5,2%. C'est historiquement élevé. On n'a jamais eu des chiffres pareils depuis que l'euro existe. Néanmoins, ce que regarde la BCE, c'est l'inflation totale, mais le positionnement de l'inflation sous-jacente. Même si l'objectif principal, c'est l'inflation totale, elle regarde l'inflation sous-jacente. Or, l'inflation sous-jacente, elle a
effectivement un peu augmenté puisque l'inflation ou la forte accélération des prix énergétiques a quand même transité partiellement sur l'inflation sous-jacente, mais les dernières prévisions et analyses que nous avons faites dans notre recherche laissent à penser qu'on va avoir une décrue dans la seconde moitié de 2022 du fait que notamment les prix énergétiques et alimentaires en particulier devraient se stabiliser à haut niveau, ce qui veut dire qu'on aurait des effets de base inversés dans la seconde moitié de cette année. Donc il n'y a pas péril en la demeure, je dirais. Ouais. Pour la zone euro, hein. Ouais. Après on peut discuter des autres zones économiques. Non, mais c'est ça qui est assez perturbant, encore une fois, parce que Christine Lagarde l'admet dans la conférence de presse. C'est exactement les éléments que vous mettez en avant. 50% de l'inflation globale, c'est un problème d'énergie essentiellement. Résolvons la crise énergétique. Et que peut faire la BCE de ce point de vue-là ? Sur la question de la demande ou d'une surchauffe de la demande, alors évidemment, on joue des effets de comparaison avec la Fed, la Banque d'Angleterre, mais est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une pression sur les salaires en zone euro qui est du même acabit que ce qu'on peut observer aux États-Unis ou en Angleterre ? Elle-même, Christine Lagarde, sans doute nous dit que non. Pas du tout, parce que sur le marché du travail, les États-Unis, on a quand même 5,5 millions de personnes qui se sont retirées du marché du travail. Donc on a un marché du travail qui est structurellement tendu. Alors en France, on a plusieurs secteurs où on manque de pouvoir recruter des gens. Il y a un problème de recrutement par manque de main-d'œuvre. Mais globalement, en France et dans tous les pays de la zone euro, on a encore des poches de main-d'œuvre disponibles. La qualification ne correspond pas, mais on peut toujours faire appel à cette qualification-là. Si vous voulez, pour résumer en un mot, moi, la sensation que j'ai eue hier, c'est un peu comme si le Conseil des gouverneurs se dit aujourd'hui, vaut mieux des remords que des regrets. On sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les variables économiques. Mais il y a l'opinion publique probablement qui commence à dire on a des pertes de pouvoir d'achat avec l'inflation qui est élevée. L'inflation est une taxe quand même assez élevée. C'est une taxe injuste. Elle touche tout le monde, indépendamment des revenus. Donc c'est pour ça que la plupart des banques centrales, d'ailleurs, ont un objectif de stabilité des prix. Oui, mais derrière cette inflation en zone euro, il y a un boom économique aussi. Alain, je reprends votre image culinaire, parce que j'aime bien l'idée du gâteau qu'on met au four, et puis, on s'aperçoit, la pâte monte, le gâteau est en train de cuire. On sait très bien qu'il faut quand même le laisser enfourner un certain temps pour être sûr que le gâteau soit correctement cuit et mangeable. Je veux dire, si on coupe la température trop tôt, on se retrouve avec quelque chose qui est immangeable. Et on a des remords ou des regrets, je ne sais pas, Alain. La BCE, et vous le savez mieux que quiconque, a été marquée par des erreurs de politique monétaire. Est-ce qu'elle est en train de répéter, d'une certaine manière, une séquence qui s'apparente à celle de 2008, à celle de 2011, qui ont été coûteuses, encore une fois, pour l'économie de la zone euro ? On peut se dire que oui, à 3-6 mois, ça ne change pas grand-chose. Une hausse de taux au mauvais moment, ça laisse quand même un trou béant dans le PIB nominal pour des années, Alain. Oui, non, mais c'est pour ça que je faisais référence à l'adjectif un peu de paranoïa. C'est qu'on a inondé les marchés et les économies de milliards d'euros et de dollars depuis des décennies, plus d'une décennie, pour justement éviter la déflation, la baisse des prix et avoir une inflation qui revienne un peu sur les rails. Et aujourd'hui, tout le monde panique parce que cette inflation est là. Encore une fois, il ne faut pas laisser partir l'inflation. Pour répondre à votre question, il est trop tôt pour dire si, du point de vue de la BCE, ça serait une erreur de politique monétaire. On verra ce qui sera décidé au mois de mars. Il faut garder quand même à l'esprit que la tradition quand même des banques centrales modernes maintenant, depuis les années 90, c'est ce qu'on appelle la politique des petits pas. C'est-à-dire que si on a conviction qu'il faut augmenter les prix, les taux d'intérêt de 50 points de base, on va préférer quand même 2 hausses de taux de 25, bien sûr, compte tenu de l'incertitude des variables économiques. Bien sûr. Et ce que je vous dis aujourd'hui peut être contredit au mois de mars. Ouais. On verra, parce que le marché a réagi. Le signal était fort. Et le marché a violemment réagi. On a vu des mouvements dans tous les sens. Et évidemment, du côté des pays périphériques. Enfin, je veux dire, il va falloir aussi, si la BCE veut accélérer sa séquence, il va falloir prendre en compte la réaction de marché, j'imagine. Alors, c'est là où ça va être très intéressant et croustillant, voire croustillant. C'est que il y a eu cette réponse sur justement les écarts de taux entre les différents, ce qu'on appelle les spreads. Alors, la BCE, et ça c'est très spécifique à la BCE, c'est que la BCE va être quand même contrainte de regarder du coin de l'œil ce qui va se passer sur les règles budgétaires européennes. Je donne un exemple tout simple.
Aujourd'hui, on a une pente qui est ascendante, c'est-à-dire le taux court est plus bas que le taux à 10 ans. Si la BCE, imaginons un cas de figure, il est extrême, je le concède, augmente ses taux d'intérêt de 100 points de base, d'accord ? Et que l'on a un déplacement parallèle de la courbe, c'est-à-dire que tous les taux de la courbe de taux d'intérêt augmentent de 100 points de base, ça veut dire que le Bund va être 1% plus élevé que ce qu'il n'est aujourd'hui. On estime, nous, qu'on pourrait avoir un écartement de spread de 4 points de base au niveau d'un pays comme la France pour le 10 ans à 4 ans. D'accord. C'est pas énorme. C'est pas spectaculaire. Sauf que il y a 2 éléments. Un, la facture va être plus chère de se refinancer sur les marchés, d'autant plus cher que finalement toute la duration qui sera émise par les marchés devra être absorbée par les gouvernements, devra être abordée par les marchés et plus par la BCE puisqu'elle arrête ses achats. Mais le deuxième élément, c'est qu'il n'y aura plus ce qu'on appelle pour des pays comme la France la prime à l'émission. La prime à l'émission, c'est quoi ? C'est aujourd'hui un gouvernement comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. émettent à taux négatif. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui disent « Vous, la France, j'achète votre obligation, je vous paye 100 et quand vous me rembourserez 95. » Ça a rapporté 30 milliards d'euros à la France en 2020, 12 milliards en 2021 et en 2022, cette année, on sera entre 5 et 8 milliards. Cet argent ne sera plus là. Oui. Ça, donc, c'est fini. De facto, si on a un clash, je vais dire, que je n'attends pas, mais une discussion très difficile entre les chefs d'État et de gouvernement, et qu'on ne se met pas d'accord sur des règles budgétaires plus accommodantes, ça va, la gestion du virage va être assez compliquée. D'accord. Donc il y a un double rendez-vous en mars, parce qu'en mars, sous l'égide de la présidence française de l'Union européenne, il y a un premier rendez-vous fixé par le président français avec ses homologues européens sur la question budgétaire. Rien de conclusif, évidemment, mais déjà peut-être de premiers éléments, plus la réunion clé de la Banque centrale européenne. Oui, tout à fait. Donc la Commission européenne, d'ailleurs, d'ici début mars, devrait circuler ses propositions de débat. Elle ne va pas faire de recommandations en termes de ce que devrait être le nouveau cadre de surveillance budgétaire. Et ça sera d'abord informellement discuté au mois de mars. Mais les discussions dureront beaucoup plus longtemps, parce que c'est assez compliqué. Oui. On aura l'occasion d'en reparler, Alain, bien sûr, avec grand plaisir. Merci en tout cas pour cet éclairage à l'issue de la réunion de la Banque Centrale Européenne qui se tenait hier et qui joue donc un rôle de wake-up call, de reality check sur les marchés notamment. On a vu des mouvements importants sur les marchés obligataires. Les choses se stabilisent un petit peu, mais voilà, on sent que la nervosité pourrait durer au moins jusqu'au prochain rendez-vous en matière de politique monétaire. Alain Duré qui était avec nous en plateau, chef économiste de Goldman Sachs France. Des banques centrales à l'immobilier, il n'y a toujours qu'un pas. Et c'est Sandrine Kilissi qui va le franchir avec nous à mes côtés en plateau, directeur de l'ingénierie patrimoniale de Pictet à Paris. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous apporter effectivement cet éclairage patrimonial du vendredi autour, je le disais, d'une stratégie immobilière alors, qui s'appelle LOBO, Owner Buy Out, et que je résumais, mais je vous laisse m'expliquer effectivement peut-être précisément ce qu'est cette stratégie d'OBO immobilier qui consiste à racheter soi-même un bien immobilier dont on est propriétaire pour le mettre en société, comme on dit, Sandrine. Exactement, et de procéder à travers ce schéma à un refinancement finalement d'un immobilier qui est de l'immobilier locatif, bien évidemment, qui présente une belle rentabilité. C'est de l'immobilier qu'on envisage de conserver, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement ? Eh bien, tout simplement, donc on a un propriétaire qui va céder son immobilier locatif à une société, le plus souvent c'est une société civile immobilière, qui aura une société imposée à l'IS. Ça, c'est très important. Donc, si ma société est civile, il faudra qu'elle ait préalablement opté à l'impôt sur les sociétés. Alors, cette société, je peux déjà avoir. Souvent, on a une société civile dans son patrimoine, ou ça peut être une société qu'on va constituer pour les besoins de l'opération. Et dans ce cadre-là, on va mettre les enfants également au capital. Et on ne va pas avoir besoin de beaucoup capitaliser cette société. En fait, ce que l'on va faire, c'est tout simplement mettre son capital à hauteur des frais d'acquisition. Et tout l'intérêt va être que cette société va souscrire un emprunt pour payer le prix de l'immobilier qui sera donc versé à notre vendeur associé. Quels sont les objectifs poursuivis avec ce type de stratégie, Sandrine ? Dans quel cas c'est intéressant ? Pourquoi ?
À quel niveau est-ce que c'est intéressant ? En fait, c'est vraiment intéressant parce que cette opération va répondre à divers objectifs patrimoniaux. Tout d'abord, et ce qui me paraît vraiment être celui qui est l'essentiel, c'est que ça s'inscrit véritablement dans un projet de diversification de son patrimoine. Parce qu'on va vraiment se servir de l'emprunt, en fait, pour faire un effet de levier. Ma dette ici va me permettre de faire un effet de levier. Et à partir du moment où ma dette va être souscrite auprès d'un établissement bancaire, eh bien, ma société va payer immédiatement le prix au profit de son vendeur, qui va, avec ce prix, pouvoir investir dans d'autres actifs, et notamment, pourquoi pas, des actifs financiers. Donc aujourd'hui, j'ai un patrimoine immobilier. Demain, du fait de cet effet de levier que permet la dette, j'ai un patrimoine immobilier et un patrimoine financier. Et quand on voit les taux aujourd'hui, les taux d'intérêt pour l'acquisition d'un bien immobilier, il y a une véritable opportunité à saisir. Ouais. Bon. Diversification effectivement de son patrimoine et de ses investissements financiers. Est-ce que ça joue également sur la rentabilité du patrimoine immobilier en l'occurrence, Sandrine ? Tout à fait, tout à fait. En fait, on va pouvoir optimiser la rentabilité de son patrimoine immobilier parce que cette structuration va nous permettre de maîtriser la fiscalité appliquée aux revenus générés par cet investissement locatif. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que quand je détiens mon immobilier en direct, je suis imposé dans la catégorie des revenus fonciers, à l'impôt sur le revenu. Donc là, je suis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec ma tranche marginale à 45, mes prélèvements sociaux à 17,2%. Je ne peux pas amortir le bien. Donc là aussi, c'est un vrai sujet en termes de trésorerie, parce que comme je ne peux pas l'amortir, eh bien, de fait, quelque part, quand je rembourse une quote-part de capital, je paie de l'impôt dessus. Donc ce n'est pas tellement efficient d'un point de vue économique. Alors qu'à l'inverse, là, en faisant cette cession à une structure à l'IS, les choses sont totalement différentes. Déjà, je vais pouvoir déduire une dotation aux amortissements. Donc, je vais le déduire du montant de mes revenus. Donc, ça diminue considérablement mon assiette. Et puis, je me retrouve avec des taux d'imposition qui sont nettement inférieurs. À l'IS, aujourd'hui, j'ai un taux réduit de 15% jusqu'à 38 120 €. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on est à 25%. Donc, en fait, si on regarde ça, en réalité, ça va me permettre de dégager une trésorerie beaucoup plus importante qui va me permettre d'entretenir mon patrimoine, voire même de procéder à de nouveaux réinvestissements. Bien sûr, très clair. Vous l'avez dit, évidemment, la SCI, souvent, elle est constituée avec ses enfants, avec ses héritiers. Et donc, en matière de transmission, là aussi, on optimise la stratégie de transmission vis-à-vis de ses héritiers. Exactement. Alors déjà, le fait de mettre les enfants dans une société civile, on va s'épargner l'indivision successorale avec toutes ses rigidités. Donc ça, c'est déjà un premier point positif. Au-delà de ça, si ma société existait déjà, c'était une des hypothèses qu'on avait pu envisager, dans ce cadre-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pouvoir leur transmettre les parts sur une valeur relativement faible. Pourquoi ? Parce que ma société est endettée. Donc là, déjà, je vais optimiser des droits de donation. Si c'est une société qu'on constitue à l'occasion de cette opération, eh bien là, de toute façon, comme on l'a vu, la capitalisation va être faible, juste à hauteur des frais d'acquisition. Donc les enfants pourront faire un apport minime et se retrouver associés de la société. Et admettons qu'il n'y ait pas les liquidités, les parents pourront leur donner de quoi faire l'apport, mais les montants sont tellement faibles qu'en réalité, il n'y aura pas de droit de donation à payer. Donc c'est quand même une belle opération de transmission. Ouais. Et cette stratégie, cette mise en société, comme vous dites, Sandrine, elle a un coût quand même en matière de friction fiscale. Il faut avoir conscience de certaines frictions particulières. Bien sûr. Bien sûr. Là, le fait... Non, mais c'est vrai. Je veux dire, et c'est très... il ne faut pas l'oublier dans ce type de schéma. Il y a évidemment beaucoup d'avantages, mais tout ça... Bien sûr, c'est une balance. Exactement. Le fait de vendre déjà le bien, ça va générer des droits d'enregistrement, ce qu'on appelle les frais notariés, à hauteur de 7,5% quand même. Donc, c'est pas rien. Ça doit se réfléchir. Et puis, au-delà de ça, la cession du bien est susceptible de générer une plus-value imposée à l'impôt sur le revenu. Donc, aujourd'hui, on est à 19%, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Mais comme on est en plus-value des particuliers, ce qui est intéressant, c'est que je bénéficie d'abattement pour délai de détention. Le temps joue pour moi. Donc, si ce bien, je le détiens depuis au moins plus de 22 ans, je suis totalement exonéré d'impôt sur le revenu. Si je le détiens depuis plus de 30 ans, je suis totalement exonéré de prélèvements sociaux. Donc voilà, il peut y avoir un moment où la question peut se poser. Est-ce que ça change quelque chose en matière d'IFI, d'impôt sur la fortune immobilière ? Alors, il faut être extrêmement vigilant à l'IFI ici. Pourquoi ? Parce que
le fait d'avoir une société qui détient l'immobilier, ce que l'on va évaluer, ce sont les titres de la société. Et en principe, quand on évalue des titres de société, bien évidemment, on tient compte de la dette. Sauf que là, le législateur est quand même un peu malin. Et dans le cas des opérations de vente à soi-même, le fait de pouvoir déduire cette dette, eh bien, il en a fait, pour lui, c'est comme une espèce de fictivité de la dette, c'est comme un abus quelque part. D'accord. Donc, le principe, c'est que dans ce type de schéma, on ne peut pas tenir compte de la dette pour évaluer les titres. Donc, du coup, on se retrouve avec une société qui est évaluée à la valeur de son immeuble. Ouais. Voilà. Sauf que vous avez toujours la possibilité de justifier que vous n'avez pas souscrit cet emprunt, en tout cas que la société civile n'a pas souscrit l'emprunt, dans un but essentiellement fiscal qui serait ici de diminuer l'impact de l'IFI. Bon, ben là, comme on l'a vu, enfin, je veux dire, mon OBO, il a quand même un autre objectif que de réduire l'impôt sur la fortune immobilière. Oui, bien sûr. Je transmets, Oui. je diversifie. Oui. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez intéressant. C'est des objectifs patrimoniaux avant tout. Exactement. Oui. Si on n'est pas à l'aise avec ça, Ouais. de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que ma structure à l'IS, elle capitalise les revenus. Donc, je ne perçois plus de revenus en direct. Donc, je pourrais toujours faire jouer les effets du plafonnement de l'IFI. Vous en faites beaucoup des obos, Sandrine, là, en tant qu'ingénieur patrimonial chez Pictet. Enfin, c'est des stratégies répandues. On y pense. Les clients à qui ça s'adresse, ils pensent naturellement ou pas du tout? Non, pas forcément. C'est pas quelque chose de très connu. Voilà, c'est pas quelque chose de très connu, loin s'en faut. Donc, ce sont des stratégies, nous, qu'on va porter à leur connaissance. Bon, ça nécessite quand même une véritable étude patrimoniale, hein. Comme on l'a vu, il faut vraiment que ça ait du sens pour la protection de ce patrimoine, sa valorisation, sa transmission. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais c'est quelque chose qui mérite d'être connu, parce que comme on le voit, il y a quand même beaucoup d'intérêts patrimoniaux, mais qui effectivement ne vient pas forcément à l'esprit par réflexe. Mais vous savez, c'était un peu le cas, on en avait parlé du Dutreil. Le Dutreil a mis un certain temps avant d'être démocratisé, parce qu'il y avait une méconnaissance de ce régime et des avantages qu'il procure. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Justement, merci à ce titre de nous avoir éclairé sur cette stratégie d'OBO, Owner Buy Out Immobilier. Sandrine Kilici qui était avec nous en plateau, directeur de l'ingénierie patrimoniale de la banque Pictet. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bismart.